Un sans-abri a trouvé 2 nouveau-nés grelottant de froid, abandonnés comme s'ils ne valaient rien, dans une poubelle. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Personne ne faisait attention à cet homme au pas lent et au regard fatigué qui arpentait la ville comme un fantôme bienveillant. Pourtant, malgré les débris de l'oubli, il portait un cœur battant encore pour les autres. Il se faisait appeler Moreau. Maigre comme une ombre, barbu d'un blanc neigeux, les yeux creusés par des années sans repos. Il portait toujours le même blouson rapiécé par le temps et le froid, et poussait une brouette grinçante pleine de petits trésors sauvés de l'abandon, livres aux pages déchirées, postes de radio muets, couvertures pliées avec dévotion. Pour la plupart, Moreau n'existait pas. Mais son âme restait éveillée, et sa mémoire intacte. Car il n'avait pas toujours été un errant. Autrefois, Moreau était connu pour son habileté manuelle. Il réparait des radios dans un petit atelier caché entre les ruelles du vieux quartier Lincoln. L'endroit était un désordre charmant de câbles emmêlés, d'outils rouillés et de l'odeur persistante de l'étain fondu. Rien de glamour, mais cela lui suffisait de voir renaître la vie dans ce qui était cassé. Et il n'était pas seul. Il avait un foyer. Une femme, Clara, qui riait comme si le monde gardait encore espoir, et un fils, Lucas, qui croyait que son père pouvait réparer même le temps s'il le voulait. Mais la vie, cruelle et impitoyable, vint réclamer son tribut. Clara tomba malade, et les factures arrivèrent comme des avalanches. Moreau vendit tout, son atelier, ses outils, même la vieille montre que Clara lui avait offerte pour leur 10e anniversaire. Tout cela pour une chance infime de la sauver. Mais ce ne fut pas assez. Elle partit, et avec elle, la lumière de son monde s'éteignit. Lucas, qui n'avait que 17 ans, se brisa intérieurement. La tristesse devint colère, et la colère, silence. Une dispute, une porte qui claque sans dire au revoir, puis plus rien. Ce jour-là, Moreau arrêta de réparer des radios. Depuis lors, il marchait simplement. Il se levait dans les rues les moins fréquentées, cherchant un coin chaud près des vapeurs d'une bouche d'aération, un pain dur dans un sac oublié, ou une soupe chaude à l'église le jeudi. Il ne demandait jamais, il ne réclamait rien. C'était simplement Moreau. Un homme que le monde avait oublié. Jusqu'à ce qu'un matin improbable quelque chose arrive. Le ciel était gris comme l'acier. Les nuages semblaient si lourds qu'ils menaçaient d'écraser la ville. Moreau traversait la rue Canela, un raccourci habituel après le magasin d'alimentation Loyola. Là-bas, une grande benne verte débordait souvent de pain rassis et de fruits passés. Plus d'une fois, il y avait trouvé des pommes tachetées mais sucrées. C'est alors qu'il entendit quelque chose. Un bruit aussi faible que le fil d'une bougie sur le point de s'éteindre. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un chat. Mais non, ce cri était plus aigu, plus désespéré. Il s'arrêta. Il se retourna lentement. Avec des mains tremblantes, il souleva le couvercle de la benne. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Là, parmi des sacs de poubelle déchirés, 2 nouveau-nés. Une fille et un garçon. Petits comme des soupirs. À peine enveloppés dans une serviette mouillée. Leur peau mate était glacée. Le garçon pleurait faiblement. La fille clignait à peine des yeux. Moreau resta figé une seconde. Puis il agit sans réfléchir. Il ôta son blouson et enveloppa les bébés contre sa poitrine. « Ça va aller, vous êtes en sécurité maintenant », murmura-t-il, comme une promesse scellée par l'âme. Puis il courut. Il courut comme si la vie elle-même lui brûlait les pieds. Ses genoux craquaient à chaque pas, le vent lui fouettait le visage et le sol glissant le faisait chanceler, mais il ne s'arrêta pas. Il traversa des rues sans regarder, évita des flaques, des lampadaires et des regards indifférents. Son cœur cognait sa poitrine comme un tambour brisé. Quand il aperçut enfin la croix bleue de l'hôpital Santa Béatrice, il sentit ses forces l'abandonner. Mais il serra les dents et continua. Il franchit les portes des urgences haletant, serrant son blouson contre sa poitrine comme s'il transportait de la dynamite. Une infirmière, de garde derrière le comptoir, leva les yeux. Elle s'appelait Luz, et elle s'en souviendrait toute sa vie. « Aidez-les » supplia Moreau, d'une voix brisée, les joues sillonnées de larmes et de givre. Ce qui suivit fut un tourbillon. Des médecins, des brancards, des mains gantées, des tubes, des couveuses, des noms prononcés à haute voix.
Moreau resta là, immobile comme une statue mouillée, observant la vie et la mort danser autour de ses deux petits corps. « Où les as-tu trouvés » demanda Luz, doucement. « Derrière le Loyola, dans la poubelle, murmura-t-il. Elle baissa les yeux. Toucha le blouson. C'est ça qui les a sauvés du froid. Moreau hocha la tête. Il ne voulait pas bouger. Il ne voulait pas partir. Il passa la nuit dans la salle d'attente, buvant un café trop amer qu'un bénévole lui avait offert, enveloppé dans une couverture prêtée. Il avait froid, mais surtout peur. Peur que ses petits cœurs cessent de battre. À l'aube, Luz apparut avec un sourire qui illumina son visage. Ils ont survécu. Les deux. Ils sont stables. Moreau ne sut quoi dire. Les larmes vinrent avant les mots. Elle s'assit à côté de lui. Pour l'instant, on les a appelés Alma et Sol, dit-elle. Mais, grâce à toi, ils ont un futur. Et pour la première fois depuis longtemps, Moreau sourit. Dans les jours qui suivirent, il revint à l'hôpital encore et encore. Il n'avait rien, ni adresse fixe ni manteau neuf, mais il s'asseyait près de la fenêtre de la salle néonatale et observait les jumeaux. Il leur parlait doucement, chantonnait des mélodies anciennes de son enfance, leur racontait des histoires inventées. Luz, qui l'attendait chaque fois avec une tasse de thé chaud, devint son ami inattendu. Il parlait de tout, du passé qui faisait mal et du présent qui guérissait. Il riait en voyant Alma serrer son petit poing même endormi, ou comment Sol semblait se calmer en entendant de la musique, comme s'il reconnaissait la voix de Moreau. Par moments, il sentait qu'il redevenait un homme complet. Mais la réalité, inévitablement, finit par frapper à la porte. Les services sociaux arrivèrent. Moreau n'avait pas de domicile, ni travail, ni document prouvant qu'il était leur tuteur. Il ne pouvait pas les garder. Cette nuit-là, Moreau ne prononça pas un mot. Il se contenta de regarder un couple d'accueil sortir avec les bébés dans les bras. Luz l'accompagna jusqu'à la sortie, leur parlant, silencieux. « Tu ne les as pas perdus, Moreau. Tu les as sauvés, lui murmura-t-elle, les yeux pleins de compassion. Il hocha la tête. Blessé, mais en paix. Il revint dans les rues, oui. Mais il n'était plus le même. Depuis ce jour, quelque chose s'alluma en lui. Une étincelle qui ne s'éteindrait plus. Moreau recommença à réparer des choses. Il ramassait des radios cassées, des vélos abandonnés, des ventilateurs muets, et les remettait en état. Il ne les vendait pas. Il les donnait à des centres d'accueil, à des personnes âgées, à des enfants qui n'avaient rien. D'une certaine manière, les petits qu'il avait sauvés l'avaient aussi sauvé lui. Il aida une femme aveugle à réparer son déambulateur. Il enseigna à un jeune homme perdu comment réparer une lampe. Il donnait ce que ses mains pouvaient créer, comme s'il essayait de rendre quelque chose au monde qui, cette fois-ci, lui avait permis d'être un héros. Des années passèrent. 20, exactement. Moreau était désormais un vieil homme. La barbe complètement blanche, le dos courbé, les palans. Il vivait dans un refuge communautaire à Vianal, partageant lit et repas avec d'autres oubliés du système. Ses journées étaient simples, mais remplies de sens. Il réparait des torchers pour ses compagnons, créait des jouets à partir de morceaux de métal, et donnait des conseils à ceux qui voulaient l'écouter. Et chaque 7 novembre, sans faute, il revenait dans la même rue derrière le supermarché Loyola. Pas pour raviver la douleur, mais pour honorer la vie. Il laissait une couverture, un bonnet tricoté, une paire de gants pour bébé. Un rituel silencieux, une offrande à cet instant qui avait tout changé. Il ne retrouva jamais les jumeaux. Parfois, il les imaginait courir dans un parc, avec une famille aimante. Il souhaitait seulement qu'ils soient en sécurité. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres projets. Un soir ordinaire, dans la salle à manger du refuge, quelqu'un lui remit une lettre. Une enveloppe élégante, bordée d'or, avec un nom écrit à la main au centre, Monsieur Moreau de Lano. Personne ne l'avait appelé ainsi depuis des années. Avec des mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte manuscrite. « Cher Monsieur Delano, vous avez sauvé 2 vies. Et nous ne l'avons jamais oublié. Vous êtes notre invité d'honneur. Nous vous attendons dans la salle Rivera, le 15 décembre à 19 h. Peu importe votre tenue. Venez, simplement. » Pas de signature. Moreau crut à une erreur. Mais quelque chose, dans l'écriture,
lui sembla familier. Le jour convenu, il s'habilla avec ce qu'il avait de mieux. Une chemise blanche sans tache, un manteau bleu offert par un bénévole, et des chaussures cirées avec soin à l'aide d'une crème pour les mains. Il coiffa sa barbe, lissa ses cheveux et prit le bus vers sa destination. En arrivant, il resta bouche bée. La salle Rivera brillait sous les lumières et la musique. Des personnes vêtues de costumes et de robes élégantes discutaient joyeusement, verre à la main. Moreau s'arrêta à l'entrée, intimidé. Mais une jeune femme le reconnut. « Monsieur Delano !» s'exclama-t-elle chaleureusement. « Par ici, s'il vous plaît. » Elle le guida vers une immense salle. Les lumières s'assombrirent. Un jeune homme aux tresses parfaitement coiffées et vêtu d'un costume gris prit le micro. « Bonsoir à tous. Cette soirée n'est pas seulement un événement caritatif, mais aussi un hommage. » Un autre homme, plus grand, au sourire franc, le rejoignit. « Il y a 20 ans, ma sœur et moi avons été abandonnés derrière un supermarché. Nous ne nous souvenons pas de ce moment, mais nous n'oublierons jamais celui qui nous a sauvés. Un homme qui n'avait rien, mais qui nous a tout donné, » ajouta le second avec fermeté. Un homme qui a choisi de ne pas détourner le regard. Moreau sentit ses jambes fléchir. Quelqu'un le prit par le bras et l'aida à monter sur scène. Toute la salle se leva. Des applaudissements. Des larmes. De l'incrédulité. Les deux jeunes descendirent et l'étreignirent. « Je suis Alma, » dit le plus grand. « Et moi, Sol, » ajouta le premier. « Tu nous as donné ces noms, sans le savoir. » Moreau ne put prononcer un mot. Il laissa seulement les larmes parler pour lui. « Grâce à toi, je suis devenu chirurgien cardiaque, » dit Alma. « Et moi ingénieur structurel, » ajouta Sol. « Je viens de fonder une organisation pour construire des logements accessibles. » Mais alors, Alma leva la main. « Nous ne vous avons pas réunis ici pour vous raconter nos vies. » Sol acquiesça. « Nous sommes ici pour rendre à Moreau ce qu'il nous a donné sans rien demander en retour. » Sur l'écran derrière eux apparut l'image d'une maison. Accueillante. Avec jardin et hamac sous un arbre. Alma sortit un trousseau de clés. « Elle est à vous. Payez. À ton nom. » Moreau fit un pas en arrière. « Non, je ne peux pas accepter cela. Vous m'avez déjà donné tellement. » Sol l'interrompit avec tendresse. « Et ce n'est pas tout. Il y a une pension mensuelle, une assurance santé, et un atelier à l'arrière. Équipé. Si tu veux continuer à réparer le monde. » La salle explosa en applaudissements. Moreau s'assit, incapable de contrôler son tremblement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, incrédule. « Pourquoi maintenant ?» Sol le regarda, les yeux brillants. « Parce que tu n'as rien attendu. Tu l'as fait quand personne d'autre ne l'aurait fait. » L'histoire fit la une des journaux nationaux le lendemain. L'homme qui a sauvé 2 bébés, et qui a été sauvé par eux. 2 semaines plus tard, Moreau emménagea dans sa nouvelle maison. Les voisins l'accueillirent avec des gâteaux, des accolades et des postes de radio cassés à réparer. Chaque vendredi, Alma et Sol venaient le voir. Parfois, il riait. Parfois, il restait silencieux. Mais toujours, il se sentait chez eux. Moreau les regardait et souriait. Pas pour leur réussite, ni pour la maison, mais parce que l'amour, enfin, avait fermé le cercle. Cet homme qui, un matin froid, avait sauvé 2 vies, mourut entouré de famille, de dignité et d'une chaleur qu'il n'avait jamais imaginé retrouver.